Bon, ça ne vous a probablement pas échappé, cette nouvelle-là qui est un petit peu désastreuse de la part de PlayStation, qui est que PlayStation va du coup arrêter la production de disques physiques courant janvier 2028 pour les nouveaux jeux qui sortiront du coup sur les consoles. Alors ils ont un petit peu rassuré en mode non mais les jeux qui sont sortis avant, il y aura quand même des disques qui pourront sortir, etc., qui pourront être produits, ça vous inquiétez pas. Mais du coup à partir de 2028, les nouveaux jeux PlayStation ne vont juste plus exister. C'est voilà en format physique. Ce qui veut dire du coup que forcément la fameuse PlayStation 6 qui se fait en rumeur depuis quand même plusieurs années maintenant, vu que forcément, a priori, elle devrait sortir en 2028 parce qu'il faut profiter quand même de GTA 6 comme ça. A priori, il n'aura pas du tout de lecteur CD vu que ça ne servira à rien et que aucun disque ne pourra sortir sur PlayStation vu que c'est eux qui font attention à ça. Alors, forcément, ça n'a pas été accueilli avec la plus grande la plus grande des bienveillances, hein, ça c'est sûr et certain. C'est-à-dire que depuis ce tweet-là, qui a été publié du coup le 1er juillet, donc c'est vrai que moi je traite le truc un petit peu tard, hein, bien sûr. Il y a eu combien 83 000 réponses, le tweet a 130 millions de vues, pour seulement 60 000 likes. Je vous avoue que bon, c'est pas terrible, ils se font ratio à mort dans les commentaires, hein, bien évidemment, mais parce que en fait ça participe aussi à toute une démarche qui est là depuis des années mine de rien, qui est la démarche Stop Killing Games, qui est une démarche alors qui est un peu floue comme mouvement politique parce que ça regroupe beaucoup de gens, ça regroupe à la fois des gens de droite, d'extrême droite, de gauche, d'extrême gauche, tout ça, sur la propriété des jeux et notamment le fait que une autre annonce également qui était dans le même sillage, qui est que les stores du coup de la PS3 et de la PS Vita vont fermer à partir d'août 2026. Donc forcément c'est pas terrible parce que en fait tu peux pas annoncer les deux en même temps, enfin c'est vraiment un petit peu compliqué d'annoncer les deux en même temps, d'annoncer oui on va arrêter de produire des CD physiques et en même temps nos stores en ligne ne vont plus exister non plus. Genre au bout d'un moment c'est pas possible de conjuguer les deux, c'est un petit peu complexe d'annoncer les deux en même temps. Je trouve que c'est ça le plus désastreux en réalité. Ils auraient annoncé ce truc là il y a 3 mois et la fin de la production des disques là maintenant, je pense que ça serait peut-être un peu mieux passé. Mais là, en fait, la conjoncture des deux, ça ne passe pas du tout. D'autant plus que là, en plus, je dis un truc en mode, ils auraient pu annoncer ça il y a 3 mois. Mais en vrai, il y a quelques mois, c'était quand? C'était... Ouais, non, même pas, c'était il y a quelques semaines. Il y a eu cette annonce-là de PlayStation qui va supprimer des films qui ont été achetés par des gens des comptes en ligne. Donc ça voilà, moi j'y reviens rapidement, mais du coup c'est un deal avec Studio Canal qui s'est terminé en fait entre PlayStation et Studio Canal, et du coup ils font leur petit leur petite annonce pour dire bon bah ça n'existe plus. Voilà, ils ont groupé les tempêtes de merde. Oui non mais ils ont vraiment groupé toutes les tempêtes de merde qui sont justifiées par le fait de dire non mais en fait il y a 15% de ventes en physique et 85% de ventes en digital maintenant. Sauf qu'en réalité quand tu regardes, alors évidemment quand tu regardes selon le nombre d'heures passées, en fait oui, Fortnite, Roblox c'est des jeux qui sont disponibles uniquement en ligne, donc forcément ça veut dire que vu que c'est des free-to-play, etc., ça veut dire que évidemment beaucoup de gens vont y jouer dessus et donc ça va faire peser la balance. Sauf qu'il y a eu un leak d'Insomniac il y a quelques années qui te disait notamment que en fait les gros jeux solo ils sont quasiment à 50% de jeux achetés en physique, ce qui moi me paraît assez peu, hein. D'ailleurs moi j'aurais plus penché sur du 60-70, un truc du genre, mais en tout cas quand tu regardes en Europe, quand tu regardes un petit peu partout, et pour beaucoup de jeux qui sortent en physique, et particulièrement des jeux solo, il y a quand même une grosse partie de jeux qui sont vendus en physique et pas vendus en digital ou en numérique, parce que je sais que digital ça se dit pas, mais bon bref vous avez compris. Donc voilà, ça les arrange bien d'oublier le marché de l'occasion. Alors il y a de ça, il y a aussi le fait que du coup il y a eu l'annonce de GTA 6 où en fait il y a eu les précos qui ont été ouvertes, et en fait GTA 6 vous n'aurez pas de disque dans la galette, vous aurez un code de téléchargement. Donc voilà, il n'y aura pas de CD à l'intérieur parce que ça coûte moins cher, et du coup vous aurez juste un code de téléchargement, ce qui du coup permet de tuer également le marché de l'occasion pour ce jeu là, puisque tu peux pas avoir un code de téléchargement comme ça. Je veux dire, on critique beaucoup par exemple chez Nintendo le concept des Game Key Cards, qui en fait en gros c'est des cartouches sur lesquelles il y a rien, il y a vraiment rien, il y a juste une clé d'activation entre guillemets, ce qui permet du coup de télécharger le jeu en ligne, mais au moins
ce truc-là, tu peux le prêter à un pote. Tu peux prêter ce jeu-là à un pote, tu peux lui donner, tu peux lui dire, bah voilà, joue-y. Par contre, les codes de téléchargement, tu peux pas le prêter. Tu peux juste lui dire, bah va te faire enculer et achète-le de ton côté, et puis voilà. Mais franchement, il y a quand même un truc où alors je comprends également ton truc Georges Best de dire quand tu compares Cyberpunk 2077 en physique et la version méga patchée d'aujourd'hui, le débat est pas si simple. Bah bien sûr, mais il n'empêche que je pense que la majorité des gens sont pour le fait, même si c'est une version qui est pas finalisée, d'avoir le jeu en physique chez eux et de pas du coup dépendre d'un store digital où encore une fois ça peut partir à droite à gauche, ça bien sûr. Ça s'additionne également avec le fait que là, récemment, depuis quelques années, ils ont mis en place les prix dynamiques, ce qui est une nouvelle fonctionnalité du coup qui, en fait, selon là où vous êtes, vous avez des prix différents pour en fait tester à quel prix est le plus avantageux pour vendre des jeux. Donc voilà, il y a plein de trucs du genre qui en fait vont s'additionner tout le temps, et ça c'est un petit peu relou, ça on va se l'avouer également. Il n'empêche que du coup, moi c'est pas ça qui m'intéresse, parce que ce qui m'intéresse c'est de voir un petit peu les réactions qu'il peut y avoir autour de ça. Les matchs se font pas quand on a que le CD. En fait les matchs ne se font pas dans le CD. Les matchs se font intérieurement à la console, généralement. Enfin, ça dépend parce qu'en fait, la plupart du temps, quand vous achetez un jeu aujourd'hui, vous avez le jeu sur le CD, mais en fait le jeu s'installe dans la console parce que du coup ça permet de faire en sorte que le jeu soit plus rapide. Donc c'est beaucoup plus simple en fait. Quitte à passer au tout numérique, autant passer sur Steam. Non, bah c'est un petit peu ça le reproche qu'on peut avoir, hein, c'est de dire mais en fait quel est l'intérêt aujourd'hui, en Big 2026, d'acheter une PS6 quand ça sortira dans 2 ans. Quel est l'intérêt d'acheter des jeux, d'acheter des consoles de jeux, puisque en plus il y a quand même beaucoup de jeux qui sont disponibles sur PC. Les exclusivités, il y en a de moins en moins parce que les jeux mettent 10 ans à se faire. Donc là, c'est vrai qu'on est en train de passer dans une grosse phase de crise du jeu vidéo. Potentiellement, il y a plein de gens qui parlent d'un potentiel crash du milieu, etc., des trucs du genre. Enfin, vraiment, c'est un petit peu chaud. Mais c'est sûr que c'est un gros moment à passer et qui va être un petit peu compliqué. Pour jouer à GTA 6 sur PS6. Oui, voilà. GTA 6 va sortir sur PS6, mais il sortira de façon sur PC. Alors, moi, après, c'est un vrai truc où je suis de moins en moins intéressé dans le gaming, à part quelques jeux comme ça qui m'intéressent à droite à gauche. Mais moi, je suis pas du tout dans le train GTA 6. Je m'en fous un peu de GTA 6 pour être honnête. Donc voilà, je suis pas intéressé par ça. Et voilà, je suis peut-être pas un des seuls à le faire, mais en tout cas je suis pas non plus un des gros friands de ce genre de franchise là. En fait moi j'ai vraiment l'avis du j'y joue quelques heures et puis basta. En tout cas tout ça pour expliquer que ça du coup c'est les réactions qu'il y a eu autour. Il y a plein de gens qui en ont déjà parlé bien mieux que moi. Je sais que Hugo Délire en a parlé, je sais que même si vous voulez il y a Julien Chiez qui en a parlé. Enfin voilà, il y a plein de gens qui en ont parlé qui sont bien plus qualifiés que moi. Moi ce qui m'intéresse c'est les réactions de la part des personnalités politiques qu'il peut y avoir. Parce qu'il y en a eu. Et notamment, la première réaction que j'ai vue passer, qui a été très rapide, c'est évidemment la réaction de Jean-Luc Mélenchon, qui a donc popé le 2 juillet à 20h et quelques, où il en a parlé du coup. Avec GTA 6 sans disque en 2026 et l'annonce de Sony de la fin des ventes de disques physiques pour les jeux en 2028, j'ai essayé de faire faire la voix de Mélenchon au début, mais j'arrive pas. La question de savoir comment on considère ces biens se pose. Demain, vous payerez sans jamais rien posséder, ni prêt, ni revente, ni garantie de conserver ce qu'on a payé. Le jeu vidéo n'est pas une simple marchandise, c'est un bien culturel et le droit en vigueur doit s'y appliquer. Nous ouvrirons le chantier en 2027, les joueurs et joueurs aussi ont des droits. Et je suis tout à fait d'accord, évidemment, avec lui, parce que c'est vrai que la lutte qu'il peut y avoir là actuellement entre physique et digital, c'est pas juste une lutte entre j'ai envie d'avoir ma petite boîte cartonnée où il y a rien dessus, etc., juste pour avoir ma boîte. Non, ça c'est pas ce qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est le fait de posséder une œuvre. Bien sûr, il y a plein de soucis et qui sont pointés du doigt par le fait notamment que les CD, ils ont une date de péremption également. Le fait que les Blu-ray, alors les Blu-ray, ils ont une date de péremption, mais je crois que les Blu-ray, c'est genre 150 ans. Je vous avoue que bon, c'est pas, c'est pas non plus le pire des trucs, hein, bien sûr, mais évidemment, il y a des conséquences également, ça j'en reparlerai, écologiques, au fait d'avoir des boîtes, etc. C'est pas ça la question. La question, c'est le fait d'avoir, de posséder une œuvre culturelle, non pas de posséder pleinement entre guillemets, de posséder toutes les manières de le retoucher, etc., mais en tout cas de pouvoir l'avoir chez soi. Ça c'est un truc dont je parle très souvent ici par rapport au cinéma, hein, mais une œuvre culturelle, l'avoir sur un support physique et l'avoir chez soi, la posséder, c'est quand même quelque chose d'extrêmement nouveau. Et ça c'est quand même un truc qui est
qui est très qu'on situe pas comme étant nouveau. On se dit bah non, ça existe depuis des lustres, etc. Non, la vérité, ça existe depuis une trentaine, peut-être aller une quarantaine d'années, que le fait d'avoir des VHS, d'avoir des laserdiscs, etc. Je sais pas de quand ça date exactement le laserdisc, typiquement, mais qui est un des premiers supports qui permettait de pouvoir regarder... Ah, 76, ah oui, bon, ça date d'à peu près 50 ans, mais quand même, c'est un truc qui est relativement nouveau dans l'histoire de l'art, en fait, tout simplement, et dans l'histoire notamment du cinéma. C'est-à-dire que c'est à peu près à la moitié de vie actuelle du cinéma, un peu plus, même à peu près à, allez, 2/3 de la vie du cinéma qu'on pouvait posséder des heures et pouvoir les remater. Et le laserdisc, moi je me souviens de cette anecdote de la part de mon prof, d'un des profs que j'avais à la fac et tout, qui me disait mais en fait le laserdisc, la révolution qu'il y avait, c'est de pouvoir faire pause au milieu d'un film et de pouvoir freeze une image. Ça n'existait pas avant. Avant c'était des images qui se succédaient et où en fait tu pouvais pas du tout faire pause et tu pouvais pas t'arrêter sur une image, ça n'existait pas. Et donc là c'est vrai que c'est la petite révolution de la part du laserdisc, de la VHS, du DVD, du Blu-ray, c'est de pouvoir étudier des plans, faire pause, regarder des éléments, etc. Et en fait de redonner du pouvoir au spectateur. Et ça c'est important quand tu as du support physique, c'est en fait de donner du pouvoir au spectateur et de donner du coup, là en l'occurrence, avec le jeu vidéo, de donner du pouvoir aux joueurs, de pouvoir savoir, là tu peux y jouer, t'es pas limité en heures, contrairement par exemple à la télévision. Parce que oui, il y avait la télévision avant, mais la télévision, tu pouvais ne regarder un film que de telle heure à telle heure. Là, tu peux regarder ton film quand tu veux, tu peux jouer quand tu veux, tu n'es pas délimité par le fait que ça soit, je sais pas, une salle d'arcade dans laquelle tu ne peux pas jouer tout le temps, des trucs du genre. Plein de trucs comme ça qui font que, évidemment, ce n'est, comment dire, c'est donner du pouvoir aux joueurs que d'avoir des supports physiques. En général, parce que évidemment, il y a des dérives dans les supports physiques, bien sûr. On parlait justement des mises à jour, on parlait de plein de soucis qu'il peut y avoir, des soucis également du fait, par exemple, que les jeux vidéo sur cartouche, on sait pas trop leur durée de vie, on sait pas trop le fait, est-ce que ça va durer. Là récemment, par exemple, il y a eu des trucs, c'était il y a quelques années, où ça commençait à dire, en fait, les Wii U, faut faire attention, parce qu'il y a un tiers des Wii U où la batterie peut être un petit peu défectueuse au bout de quelques années. Donc forcément, essayez, d'ailleurs, si vous avez des Wii U chez vous, essayez de les rallumer pour voir un petit peu si ça fonctionne. Mais voilà, il y a plein de problèmes comme ça qui font que il y a une sorte de péremption de la part des jeux vidéo. Et c'est pour ça que là-dessus, les pirates informatiques qu'il y a et qui sont présents, qui permettent de conserver des données, de conserver des jeux, etc. Ils sont ultra utiles parce qu'en fait, c'est eux qui font ce travail-là de réédition des anciens jeux quand il y a eu des problèmes de licence, quand il y a eu des problèmes de droit, parce que c'est vrai que les stores digitaux, il y a aussi beaucoup de cas de fermeture de jeux et de fermeture de droits à utiliser la licence que tu as achetée pour avoir un jeu, parce que c'est vrai que du coup ça va beaucoup jouer avec les mots, mais on admet que quand vous achetez un jeu en digital, en numérique, vous achetez une licence pour jouer à ce jeu. Et c'est vrai que du coup, il y a quand même un truc qui est assez dur, c'est qu'il y a eu beaucoup de jeux qui se sont fait supprimer des stores parce qu'il y a eu des problèmes de droits d'auteur. Et qu'en fait, ils ont acheté des droits d'auteur pour 10-15 ans sur des musiques. Et en fait, ils ont perdu les codes sources, donc ils peuvent pas modifier le jeu. Et donc du coup, ça veut dire que juste, ils suppriment le jeu totalement des stores. Il y a eu le cas récemment, je crois que c'était sur Metal Gear Solid 2, où il y a eu des droits d'images d'archives qui sont utilisés à certains moments. Donc en fait, ils ont acheté les droits pour quelques années auprès d'une banque d'images. Et après, c'est fini. Et voilà, et c'est assez déplorable, hein, bien sûr, de voir ça. Donc c'est pour ça qu'il y a eu aussi des rééditions d'ailleurs. Mais c'est sûr qu'il y a eu plein de cas du genre où je crois que c'était Driver San Francisco aussi, où il y a eu des problèmes de droits d'auteur. Enfin vraiment, il y a plein de trucs du genre qui font qu'il y a des jeux qui sont totalement délistés des stores. Et c'est vraiment dommage. Et ce qui veut dire qu'il y a d'autant plus besoin vraiment d'avoir des pirates pour avoir cette conservation là. Les éditeurs qui attaquent les pirates de produits de leur catalogue qui n'éditent pas, ça devrait finir au pays. Mais moi je suis un petit peu, enfin peut-être pas aussi brutal que ça, mais en tout cas je suis assez d'accord avec ça. C'est-à-dire que oui, effectivement, il y a des gens, ils mettent en avant du coup des produits qui ne sont plus du tout disponibles, et quand tu essayes de dire bon du coup on les met disponibles nous-mêmes, et non, c'est plus possible. Donc juste souviens-toi, mais ne joue pas. Juste souviens-toi de ce qui s'est passé, mais n'y joue plus parce que c'est plus possible d'y jouer. Et en fait, du coup, ça fait qu'il y a tout un marché de la spéculation, et en fait, c'est là que tu rentres dans tout un domaine économique où il y a le marché de l'occasion également qui existe et qui fait que les jeux aujourd'hui sont ultra chers en physique. Mais principalement parce que il y a vraiment de la spéculation, quoi. Abolir la propriété. Et c'est là d'ailleurs que
on rentre dans une critique qui a été faite à Jean-Luc Mélenchon par rapport à ça, c'est qu'en gros, il y a des notes de la communauté donc, du coup, qui ont été rédigées. LFI, le parti dirigé par Jean-Luc Mélenchon, a mené ces dernières années des actions et prises de position à la propriété privée, ce qui permet de s'interroger sur la sincérité de ces déclarations en décalage avec son propre programme. Et donc il y a quelqu'un en dessous qui dit « Le mec de la note est complètement con ». Mais pardon, mais voilà, en tout cas moi je suis plutôt d'accord avec la seconde note, puisque c'est vrai qu'il y a un vrai truc où quand les gens sont contre la propriété privée, c'est la propriété privée de non-usage. C'est-à-dire qu'en fait, personne de ce que je connais du spectre politique n'est contre la propriété d'usage. C'est-à-dire que, pour info, du coup, la propriété privée, par exemple, c'est de posséder des biens dans lesquels tu n'habites pas, des biens immobiliers dans lesquels tu n'habites pas, que tu n'utilises pas, que tu utilises pour spéculer, ou alors pour pour mettre des locataires dedans, etc. Alors que la propriété d'usage, typiquement, vous êtes propriétaire de votre propre appartement, et peut-être même, allez, parce que ça dépend des définitions, généralement des gens, mais des fois il y a des gens qui disent, non mais si j'ai, je vis 6 mois à l'année à tel endroit, 6 mois à l'année à tel endroit, et j'essaye de faire en sorte de soulever mon appart, etc. à des gens, vas-y. C'est quand même de la propriété d'usage pour certains. Moi, je suis pas tout à fait d'accord, mais vas-y. On va dire que la définition pure, c'est tu as un appartement, tu l'utilises, tu vis dedans. Bah oui, c'est de la propriété d'usage et personne n'est contre le fait de réquisitionner ton appart. Les gens qui sont en mode réquisitionner des apparts, d'ailleurs, c'est un vrai truc, un vrai point avec lequel je suis plutôt d'accord avec les gens qui sont pour le fait de réquisitionner des apparts, c'est qu'au bout d'un moment, les appartements qui sont pas du tout utilisés, alors que je crois que t'as un truc en mode t'as 10 millions de logements vacants et 1 million de SDF. C'est en tout cas de cet ordre-là à peu près. Au bout d'un moment, bah non, tu prends 10% des logements, tu loges des SDF à l'intérieur, et voilà, et c'est tout. Là, je suis pour la réquisition, vraiment, parce que ce n'est plus possible. Et t'as des logements vides qui sont en train de pourrir et qui sont plus du tout aux normes, qu'il faut retaper, etc., mais où les proprios ne vont jamais retoucher à ça, c'est atroce, bien sûr. Donc voilà, en tout cas, il y a une déclaration du coup de Jean-Luc Mélenchon qui a fait pas mal réagir, qui a été très populaire évidemment, parce que les gens sont plutôt pour, et globalement il s'est placé plutôt du bon côté, hein, bien sûr, mais en tout cas, c'est vrai qu'il a déjà parlé plusieurs fois elle me fait très rire cette image, j'aime beaucoup parce que bon, il n'y a rien de sexy là-dedans, mais franchement, elle me fait beaucoup rire. En tout cas, c'est vrai que ça a déjà parlé chez LFI du domaine du jeu vidéo plusieurs fois. Jean-Luc Mélenchon, il en a rajouté une couche avec du coup cette déclaration du coup de Leïla Chaibi, qui est donc une eurodéputée LFI, tout ça, des trucs du genre. Parce qu'il a senti, je pense, un petit peu qu'il y avait un filon, hein, bien sûr, également. Mais au bout d'un moment, je pense aussi que, comment dire, moi j'aime pas trop les gens qui sont en mode « Ah, c'est de la récupération, etc. », des trucs du genre. Oui, non, mais il y a eu la réponse de Sardoche. Je l'ai pas sous la main, mais bon, c'est juste... C'est Sardoche qui est complètement con et qui est en mode « Ah, pour une fois que vous attaquez la propriété privée. » Bah oui, non, il est complètement con. mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont en mode « Ah, c'est de la récupération par rapport à ce domaine-là. » Non, les gens, il y a un fait politique qui se passe. Les politiques en parlent, évidemment. Les politiques sont là pour essayer de résoudre les problèmes des gens. Il y a certains qui pensent que pour résoudre les problèmes des gens, il faut virer tous les Arabes. Il y en a qui pensent que pour résoudre les problèmes des gens, il faut taxer les riches. C'est pas du tout la même chose, évidemment. Donc c'est pas du tout la même manière de voir les choses. Mais au bout d'un moment, il y a un fait politique. Les politiques doivent s'exprimer dessus. Et il y a des fois où ils disent ce n'est pas du tout mon domaine de compétence, où ils ont cette humilité-là. C'est plutôt d'ailleurs salutaire de l'avoir, mais généralement ils vont parler des choses. Donc non, c'est pas du tout de la récupération politique. La récupération politique, c'est quand il y a un sujet où il y a des gens qui disent ouvertement nous n'avons pas envie qu'il y ait de la récupération politique de la part des politiciens, parce qu'on n'a pas envie que les politiciens se mêlent de ça, et ça, pour le coup, ça peut être de la récupération. Mais là, j'ai pas vu Sony s'exprimer là-dessus et dire non, on n'a pas envie d'avoir de la récupération politique, ça me paraîtrait totalement débile. Ils ont pris une décision dans leur coin, donc évidemment que ça va être agressé. Oui, les gens vont être agressifs envers Sony, mais évidemment que ça va être adressé par des gens en dehors de leur sphère, et évidemment que va y avoir des gens qui vont en parler. D'ailleurs, c'est assez déplorable de voir que Sony, ça fait quasiment une semaine qu'ils n'ont pas tweeté. Puis ici, c'est un sujet vraiment politique. Bah oui, bien sûr. C'est la propriété des moyens de production. C'est fatigant qu'en 2026, les gens débattent encore sur ça. J'ai vu un tweet sur Sardoche sur le sujet. C'était la même méprise. Bah bien sûr. Non mais Sardoche, faut pas s'attendre à d'intelligence, bien sûr. Mais voyons voir, du coup, l'autre tweet de Jean-Luc Mélenchon, pour le coup, celui-là, je l'ai pas lu, mais donc il y a une vidéo de Leïla Chaibi qui donc en parle un petit peu, et qui fait un truc en mode faux, faux documentaire dans le futur, etc., des trucs genre, bon... Je suis pas souvent fan de quand les politiques font ça et tout. En plus, je suis désolé, mais au bout d'un moment, faut étudier les choses.
tu mets pas une vidéo en format 9:16 ou dedans t'as un 16:9 comme ça, du coup ça paraît tout petit, bref. Mais voilà, je ne vais pas regarder cette vidéo. Avec la fin du jeu physique, l'industrie du jeu vidéo vous nous imposez un tout numérique dont l'accès sera conditionnel et limité dans le temps. Les droits de l'acheteur seront niés, c'est le triomphe de la marchandisation totale. Vous payez plein pot pour n'avoir qu'un simple droit d'accès révocable. Ne les laissons pas confisquer notre patrimoine culturel, reprenons le contrôle, signez et partagez la pétition, sauvons le jeu vidéo physique. Je sais pas à quel point elle a du succès cette pétition, j'imagine, bon c'est une toute petite, oh oui c'est tout petit, mais voilà c'est une petite pétition qui a été lancée comme ça. J'imagine que voilà, le fait que les gens s'y intéressent, ça peut être, comment dire, ça risque d'être quand même, ça risque de prendre du temps, et puis faut que ça soit un mouvement assez mondial, hein, mine de rien, ça peut pas juste être dans son coin comme ça, et puis voilà. Mais en tout cas, dites-vous, il y a même les États-Unis, hein, il y a beaucoup de gens aux États-Unis, il y a beaucoup de personnes qui ont alerté sur ça, mais effectivement, Jean-Luc Mélenchon est peut-être une des seules personnes à s'être positionnée par rapport à la décision de Sony d'arrêter les ventes de jeux physiques. Et ça, c'est assez salutaire de sa part, et je pense que évidemment, on peut dire que c'est la récupération, on peut dire que c'est pour draguer les gens, on peut dire que c'est pour faire en sorte que sa campagne fonctionne ou un truc du genre. Bon voilà, Mélenchon qui va être dans la prochaine vidéo de Conquerax. Bah oui, mais des gens comme Conquerax, comme Punky également, qui a beaucoup milité sur ça, évidemment que c'est dans leur lane également que de soutenir Mélenchon face à ça, bien sûr. Et au bout d'un moment, bien sûr que ça fait plus sérieux d'avoir un candidat à la présidentielle française qui en plus, bon, sans avoir trop d'ego, même si on va gagner la Coupe du Monde, on est un gros pays, donc voilà. Oui, et puis c'est la ligne de LFI depuis très longtemps, bien sûr. Mais oui, c'est le seul politicien qui en parle. Alors évidemment, il y a beaucoup de gens aussi qui vont dire oui, non mais comme s'il n'y avait pas d'autres problèmes. Alors bien sûr, il y a d'autres problèmes, bien évidemment. Mais il y a quand même un vrai truc où au bout d'un moment, là c'est juste un tweet à la con. Mélenchon ne va jamais en parler à la radio, Mélenchon ne va jamais en parler à la télévision, Mélenchon ne va jamais en parler dans d'autres canaux. Là il sait que sur le canal Twitter, sur le canal Instagram également, parce qu'il y a eu un post sur Insta, des trucs du genre, évidemment que ça va faire parler que de parler de cette décision de Sony. Mais bien sûr que dans d'autres canaux, les gens s'en foutent complètement. Et que la vérité, et c'est ça un petit peu qui me fait peur aussi par rapport à cette décision de Sony, moi j'ai peur que d'ici 3 mois, Twitter commence à oublier et que globalement d'ailleurs, ça soit toute une bulle Twitter qui en parle. C'est-à-dire que finalement, ça n'existe nulle part ailleurs finalement. Quand Bardella va nous faire un communiqué parce qu'il ne pourra pas s'offrir le prochain Call of en boîte. Mais je pense, mine de rien, que lui, il est plutôt pour cette décision. Enfin, vraiment, quoi. Leila Chaibi, oui, bien sûr, Leila Chaibi, on en a parlé aussi. Conquerax a dit qu'il ne parlerait pas de politique dans sa dernière vidéo. Bah, je suis désolé, c'est un con. Je suis désolé, parce que je vois également Clemsa qui dit Conquerax a dit dans sa dernière vidéo, il parlera jamais politique. Je suis désolé, c'est des cons. C'est vraiment, enfin, au bout d'un moment, tu ne peux pas. Quand t'as un truc comme ça qui est à viser des consommateurs, et c'est là peut-être le problème également avec le jeu vidéo. Je sais qu'on a sorti récemment. Enfin, j'ai sorti un truc où avec Bréven, on s'interroge sur est-ce que le jeu vidéo est un art, etc. Et en fait, c'est vrai qu'on s'interroge là-dessus. Alors, c'est un vieux TikTok qui date quand même de l'époque de Mathusalem, vraiment. Et je l'ai posté là parce que je me suis dit, tiens, je sais pas, je sens que c'est le moment. Et ça a fait pas mal réagir. Il y a eu beaucoup de commentaires également par rapport à ça. Parce que globalement, l'interrogation, le jeu vidéo est-il un art? On est en mode, je m'en bats les couilles. J'en ai rien à foutre. 92 centimes, j'en ai rien à foutre. Mais vraiment, on est en mode, je m'en branle parce que c'est pas la question primordiale qui m'interroge quand je joue à un jeu vidéo, qui est de savoir si c'est un art. Après, il peut y avoir des discussions artistiques, bien évidemment, autour de ça, bien sûr, mais je pense au bout d'un moment que oui, il faut s'interroger politiquement sur les pratiques culturelles qu'on peut avoir par rapport aux jeux vidéo. Le jeu vidéo, c'est quand même un médium artistique, donc forcément, ça veut dire qu'il y a une politique des auteurs, ça veut dire qu'il y a, également la mort de l'auteur potentiellement, donc ça veut dire que tu dois avoir des réflexions par rapport à ça. C'est aussi un médium de divertissement, c'est aussi un médium qui du coup va peut-être te donner des messages sans que tu y fasses gaffe, donc ça veut, typiquement toute la saga Metal Gear Solid va beaucoup aborder ça, va beaucoup aborder le fait que le jeu vidéo va petit à petit te conditionner vers le fait d'aller vers une certaine idée de quel est l'ennemi et de qu'est-ce qu'il faut faire face à un ennemi dans la vie de tous les jours, etc. C'est un sujet économique parce que c'est une industrie de masse, c'est la première industrie de divertissement au monde, donc évidemment que tu dois parler politique par rapport à ça.
Et moi, je trouve ça totalement délu de se dire que ce n'est pas possible de parler politique dans le jeu vidéo et ce n'est pas possible de parler du coup des politiciens, des décisions des politiques. Ça veut pas dire non plus que tu vas prêter allégeance à un parti, ça veut pas dire non plus que tu vas militer pour un parti, etc. Mais au bout d'un moment, oui, tu as besoin quand même de t'exprimer politiquement par rapport à des œuvres. Et tu as besoin d'en parler. Et je sais que, évidemment, il y a cette image de « Ah, les politiques qui parlent de jeux vidéo, c'est tous des cons, etc. » Mais des fois, juste, il faut continuer à les écouter. Moi, vous savez, je parle de cinéma ici 3 fois par semaine. Je sais ce que c'est que d'avoir des politiques qui parlent de cinéma et qui sont totalement cons. Pour autant, je sais aussi que des fois, il faut les écouter parce que des fois, il y en a qui sont pas très cons, il y en a qui sont pas bêtes, il y en a qui savent évidemment de quoi ils parlent. Et il y en a chez qui je vais plus pencher dans la balance, bien sûr. T'en demandes beaucoup trop à un médium où le consommateur moyen se bave dessus quand il faut ouvrir une option pour désactiver un truc qu'ils aiment pas. Oui, peut-être, probablement, en vrai, je pense que c'est ça peut-être, et c'est ça peut-être aussi qui fait pencher la balance de mon côté vers le fait de se dire progressivement, même si ce n'est pas un truc que je pense, que le jeu vidéo peut-être n'est pas tout à fait un art. C'est de voir à quel point les gamers sont totalement cons. Et premier degré par contre, c'est un vrai truc que je pense, c'est que je pense que vu à quel point les gamers sont cons, ça va être difficile de considérer le jeu vidéo comme un art. Hein. Et moi, enfin, j'ai regardé typiquement le truc de Guillaume Broche chez Combini, donc le réalisateur de Clair Obscur Expédition 33, où il en parle notamment et où il dit que, comment dire, où il dit... moi je comprends pas pourquoi on juge le jeu vidéo en mode critères objectifs, etc. Ça n'existe pas quoi, c'est un art, tu ne peux pas, tu peux pas faire les tests jeuxvideo.com en mode oui, graphisme 19 sur 20, effectivement c'était magnifique, etc. Non, ça n'a pas de sens. Donc voilà, c'est au bout d'un moment, t'as pas des critères objectifs pour juger de l'art, ça n'existe pas, et ce qui est beau dans l'art justement c'est d'avoir de la conflictualité. Donc forcément tu peux pas avoir des tests techniques, et ça c'est là aussi où les gamers sont complètement cons avec le jeu vidéo, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Rien que le discours sur faut-il jouer aux jeux vidéo pour en être fan désavoue trop le fait que ça soit un art. Oui, non mais les discours qu'il y a autour du jeu vidéo, vraiment c'est... Oh, je me plains beaucoup par rapport au cinéma, hein, bien sûr, mais parce que les débats qu'on a dans le cinéma, vraiment, vraiment, c'est très compliqué, quoi, vraiment, et je vous avoue, c'est pour ça que moi je me suis plus orienté vers le cinéma, quoi. Le débat c'est est-ce que le jeu vidéo c'est de l'art? Bah il y en a un, il y en a un qui existe, alors après, bon, on peut douter d'ailleurs de la légitimité de savoir si ce débat existe, bien sûr, mais bon. Oui, non, mais poisson. Ah, oui, je suis d'accord en même temps. Je suis pas d'accord. Allez, ta gueule. Mais, mais en tout cas, c'est sûr que je croyais que c'était la dématérialisation en ce moment. Il y a de ça, mais en fait, c'est surtout que face au sujet de la dématérialisation, la réponse de certains gamers, et du coup, là, l'exemple qui a été donné dans le chat, c'était Conquerax. Certains gamers sont en mode je ne veux pas parler de politique. Je suis désolé, mais non. Là, au bout d'un moment, c'est cette fameuse phrase qui dit si vous ne vous intéressez pas à la politique va s'intéresser à vous. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Au bout d'un moment, oui, c'est pas possible de juste être dans son coin et de faire comme si on n'existait pas dans une société, dans un collectif, dans un monde entier qui est mondialisé. Ça n'existe pas. Donc, bien sûr qu'à un moment donné, il faut parler de politique. Ça, c'est sûr et certain. Donc bon, en tout cas, la réaction de Jean-Luc Mélenchon, elle a fait pas mal parler. Clémence Guettet a rajouté une couche également. Il faut sauver le jeu vidéo, protéger les droits des joueurs, préserver les supports physiques, réguler les jeux dématérialisés, ne pas laisser les plateformes faire la loi. Il faut agir pour GTA 6 et tous les suivants, signer la pétition, tout ça. Bon, encore une fois, la pétition, les gens s'arrêtent même pas pour la signer, mais bon, vas-y. Pas grave, on passe à autre chose. Et de toute façon... il y a aussi un truc, c'est que moi j'ai vu, pour le coup, hein, c'est dire à quel point des fois il faut s'intéresser aux politiques quand ils font des bonnes choses. Il y a une députée PS, mais une eurodéputée PS, qui a parlé également de ça. La fin du jeu vidéo physique arrive et c'est un scandale pour notre pouvoir d'achat et nos libertés. Dès 2028, Sony ne vendra plus de jeux PlayStation sur 10 mais uniquement en dématérialisé. Le problème, vous ne posséderez plus rien, juste une licence révocable, pas de revente, pas de prêt possible, sans concurrence physique, les prix vont grimper. Pire, cette annonce survient après le refus de la Commission européenne de légiférer sur l'initiative citoyenne européenne Stop Killing Games, malgré 1,3 million de signatures. Une faute majeure qui condamne aussi l'occasion et la visibilité des petits studios. Je me battrai au Parlement européen pour protéger la propriété numérique et les consommateurs face à ces dérives. Pour le coup, voilà, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec le PS sur un grand nombre de décisions, mais il n'empêche que là, je suis d'accord. Là, je suis en mode, bah oui, vas-y, basé. Donc voilà, et il y a des gens d'ailleurs aux US qui sont en mode, non mais il faut légiférer, parce qu'ils voient bien aux US que quand ça légifère sur l'Europe, notamment, un exemple tout simple, c'est ce port de chargeur là sur les iPhones, évidemment que ça va avoir
aussi des conséquences à côté. C'est-à-dire que bien sûr que ça va avoir aussi des conséquences aux États-Unis, ça va avoir des conséquences partout dans le monde quand l'Europe commence à agir. Et il se trouve que l'Europe numériquement, ça agit plutôt bien. Donc là, c'est vrai que peut-être peut y avoir un petit levier, mine de rien. Puis il y a aussi ce truc où le jeu vidéo a beaucoup été un refuge du monde réel quand tu vois que sa plateforme d'origine c'est Twitch et que le slogan c'était longtemps pas de politique ici. Tu vois qu'ils vivent cloisonnés et complètement en dehors de toute forme de collectif à part le 5 LOL de la cassée. Oui, bah en fait c'est comment dire, c'est vrai qu'il y a un vrai truc où effectivement les gamers sont en mode non mais il ne faut pas, faut pas politiser les choses etc. Et ça... Quel avis de merde. Au bout d'un moment, non, la politique, elle est partout. Et surtout, là, on est à un an d'une élection qui est quand même assez majeure. Et je pense que tout le monde voit à quel point elle est quand même assez majeure. Donc oui, on peut pas faire semblant que la politique n'existe pas du tout, quoi. Donc voilà. J'ai vu également qu'il y avait une déclaration... Oula, pardon. Une déclaration de LFI Gaming. Voyons voir ça. Qu'est-ce qu'ils ont à en dire? Si vous aimez le jeu vidéo, vous devez signer notre pétition pour conserver le format physique. Puis tu peux parler d'un sujet sans être particulièrement partisan. Tout à fait, tout à fait. Et moi, typiquement, là, un élément sur lequel je suis pas tout à fait d'accord avec LFI là-dessus, c'est que je suis pas pour particulièrement le format physique. Je suis pas particulièrement pour ça. Je suis pour le fait, par exemple, je suis pour le fait, par contre, de conserver ces œuvres. Mais ça peut se faire sous forme dématérialisée, sur un cloud, sur n'importe où, puisque ça sera de toute manière potentiellement moins polluant. J'avais vu des études par rapport à ça, c'est quand même... C'est pas, on exagère beaucoup la pollution qu'il peut y avoir par rapport au fait d'imprimer sur un disque, d'imprimer comment dire, des jaquettes, etc. On exagère énormément ça. Il n'empêche que, oui, c'est quand même moins polluant d'avoir un serveur en ligne sur lequel tu télécharges ton jeu et puis basta, bien sûr. Et donc du coup, moi, je suis pas particulièrement pour le fait d'avoir un support physique. Par contre, je suis pour le fait d'avoir une licence et de conserver sa licence ad vitam aeternam. Et même au-delà, si tu veux la passer par exemple et la léguer à un proche, enfin voilà. Donc pour moi je suis pour la conservation, mais pas nécessairement sur format physique. C'est là que je suis pas tout à fait d'accord. Et pour moi, au bout d'un moment, oui, le format physique, c'est peut-être quelque chose du passé, bien sûr. Mais à un moment donné, au-delà de la question des maths versus physique, il faut surtout se demander je peux choisir versus je ne peux pas choisir. Bah bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non mais c'est une question qui est éternelle, de toute manière. Moi, j'ai envie d'avoir le choix également du format physique. Et à un moment donné, j'ai le droit également de ne pas choisir le format physique, mais je veux pouvoir choisir. C'est pour ça que moi, bon, j'achèterai pas de PS6, j'ai déjà pas acheté de PS5, donc voilà. Mais voyons voir du coup ce qu'a à dire LFI Gaming. Il y a quelques temps, il était annoncé que GTA 6 n'aurait pas de version physique. Hier, c'est PlayStation qui a annoncé qu'il n'allait plus faire de version physique pour les jeux qui allaient sortir, et c'est une catastrophe. Et donc important de signer la pétition qui est dans la description de cette vidéo, afin de montrer que nous sommes nombreux et mobilisés contre la disparition des formats physiques des jeux vidéo. Parce que cela aurait plusieurs conséquences. Déjà, le marché de l'occasion disparaîtrait tout simplement. Oui, et ça c'est... Enfin, honnêtement, on a tous acheté des jeux en occasion, on a tous acheté des jeux un petit peu partout. Alors ce qui veut pas dire, parce que j'ai vu plein de gens dire c'est la mort des Micromania. Non, les Micromania de toute manière 90% de leur chiffre d'affaires, j'ai donné absolument pas sourcées, se font sur des ventes de Funko Pop. Donc vraiment au bout d'un moment non, ça va pas du tout disparaître quoi. J'ai vu plein de gens dire si vous êtes vendeur Micromania, reconvertissez-vous. Non, c'est totalement débile. Donc toutes les personnes qui n'ont pas les moyens de s'acheter des jeux vidéo neufs ne pourront tout simplement plus payer de jeux vidéo. Pareil, si vous avez un jeu que vous souhaitez prêter à un ami ou qu'un ami vous prête, et ben vous ne pourrez plus. Parce que... Oui, et ça c'est plus désastreux. Enfin, au bout d'un moment, moi j'adore prêter mes jeux à des potes, voire même les donner à des potes, et puis voilà. Seules les versions physiques le permettaient. Alors, on sait que certaines plateformes ont mis des alternatives, mais ce n'est pas du tout pareil. C'est limité. Oui. Et c'est fait dans un but de vous pousser à consommer encore plus. Mais aussi pour la conservation du jeu vidéo. Oui. Le jeu vidéo est un art, et le format physique permet de les conserver. Si tout est sauvegardé sur des serveurs, le jour où les serveurs ne sont plus accessibles pour diverses raisons, eh bien on perd aussi les jeux vidéo en question. Et c'est là aussi où, pour moi, enfin... C'est aussi voir un petit peu le problème à l'envers, mais vu que effectivement c'est des œuvres culturelles, pour moi il devrait y avoir des formes de conservation étatique en fait. C'est ça aussi le vrai problème. Si tu dis que c'est des œuvres culturelles, si tu dis que c'est un art, enfin, je veux dire, au bout d'un moment, toute œuvre qui est enregistrée physiquement en termes de cinéma etc sont des œuvres qui sont homologuées dans l'INA, homologuées bah, je sais plus exactement qui s'en occupe, je crois que c'est le CNC hein, pour le coup qui s'occupe de conserver toutes les œuvres sont conservées quelque part, enfin voilà quoi. Et les baisses drastiques de prix ça vient pas de l'occasion justement, qu'est-ce qui les pousserait à vendre à 10 € ou moins sans ça? Bah bien sûr, bah qu'est-ce qui les pousserait, c'est le fait de se dire il y aurait plus de ventes potentiellement, des trucs du genre. Oui, ça peut exister, bien sûr.
Mais bon, Sony banne ton compte, tu perds tes jeux en digital. Mais bien sûr, c'est ça qui est assez terrible. Mais pour autant, moi je suis pas... Enfin, l'argument de la conservation, il s'entend totalement. Mais moi je suis pas en mode, la conservation, elle peut que passer par le format physique. Pour moi, la conservation, la préservation des œuvres, elle peut aussi passer par le format digital. Et justement, c'est déjà des œuvres digitales, c'est déjà des œuvres qui sont en numérique. Donc évidemment, ça peut aussi passer par la conservation sous forme de serveurs étatiques, sous forme de serveurs français, des trucs du genre. Et puis voilà quoi. Le physique, c'est une méthode de conservation médiocre. Après, bah... Ouais, enfin vraiment, conserver sur cartouche des jeux, les cartouches ça pourrit rapidement, les cartouches elles ont plus de batterie au bout d'un moment, enfin vraiment, les cartouches c'est pas éternel du tout. Et le CD c'est pareil, le Blu-ray pour le coup ça a une durée de vie assez forte, hein, c'est 150 ans je crois, donc vraiment... Pour le coup, oui, la méthode de conservation la plus optimale, c'est de stocker sur plusieurs serveurs. Alors après, il y a différentes méthodes. Il y a les RAID, je sais plus, c'est RAID 0 ou RAID 8, des trucs du genre, enfin des trucs comme ça, qui permettent effectivement de très bien conserver des œuvres. Mais ça, pour le coup, ça demande du temps, ça demande de l'investissement, ça demande de l'investissement étatique. Et ça, pareil, si t'as tout qui est en format digital, bah oui, tu octroies les droits à un état de pouvoir gérer la conservation digitale de ton œuvre. Et puis voilà. Et typiquement, un truc qui permet de très bien aussi conserver des œuvres physiquement, c'est les médiathèques. Les médiathèques, elles font très souvent accès, elles donnent très souvent accès à des jeux vidéo, et à des jeux vidéo très récents d'ailleurs, et ça c'est trop bien. Après, pas déconnant que la propriété soit nominative sans pour autant priver de la partager avec d'autres. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. On est à la ramasse sur le plan numérique. Pour le coup, LFI, là-dessus, dans leur programme, je sais qu'ils sont allés voir la quadrature du net, notamment, enfin voilà. Mais après, voilà, ça c'est un petit point de désaccord où je suis en mode, bah oui, après, dans tous les cas, si vous voulez conserver le physique, moi je suis pour aussi. Question. C'est d'ailleurs ce que dénonce le mouvement Stop Killing Video Games, que je vous invite à aller soutenir, et qui a été largement soutenu et relayé par notre député, Laila Chaibi. Et évidemment, cela veut aussi dire... D'ailleurs, c'est un mouvement enfin, qui s'est fait un peu réapproprier également par des personnalités de droite, d'extrême droite, mais en fait, c'est un mouvement un peu transpartisan, le mouvement Stop Killing Games. Il faut pas non plus le voir comme juste un mouvement. Moi, je le voyais beaucoup au début comme un mouvement en mode oula, un petit peu chelou, vu qu'il soutenait, notamment des Asmongold, des trucs du genre. Mais en vrai, c'est un mouvement qui est transpartisan à mort, quoi. Et surtout, dans ce que ça essaye de faire, bah oui, c'est donner du pouvoir au peuple. Donc bon. Député Laila Chaibi. Et évidemment, cela veut aussi dire que vous ne posséderez plus réellement les jeux vidéo que vous achetez. Parce qu'en fait, tout ce que vous allez payer, c'est un accès au jeu. Et le jour où l'éditeur décide que vous n'avez plus cet accès, eh ben vous ne l'aurez tout simplement plus. Il y a beaucoup d'emplois qui sont également liés à l'impression de CD et à tout ce qui va avec. Donc c'est aussi une disparition d'emploi pour beaucoup de personnes. Après... Ça, moi, je vous avoue, c'est pas l'argument novateur non plus. Je trouve pas que ce soit l'argument du siècle. Je pense que c'est un peu un argument de merde, mais parce que, bah, en vrai, oui, après, quel type d'emploi aussi, hein. Quel type d'emploi, c'est-à-dire que bon, c'est pas non plus les emplois du siècle, c'est des emplois un peu de merde, mais bon. La norme en IT pour les backups, c'est 3 copies, 2 types de supports différents, une copie hors site, ils ont plusieurs locations sur place. Oui, voilà, c'est quand même un truc où effectivement, tu as plein de types de copies différentes, et puis voilà. Argument de destruction d'emploi, une lâcher. Oui, voilà, c'est comme, enfin... moi, les gens qui sont en mode, non mais l'IA va me remplacer alors que je fais déjà un boulot de merde, je suis en mode, bah, après, c'est un peu tant mieux, et en même temps, je comprends également que dans une logique pragmatique, tu sont en mode non mais l'IA c'est chiant, et bien sûr que moi je suis en mode bah l'IA c'est chiant si tu fais un boulot que t'aimes et que le boulot se fait supprimer par l'IA, bien sûr, mais pour autant si tu fais un boulot un peu de merde et que tu te fais supprimer par l'IA, moi je suis en mode bah tant mieux pour la Terre entière, tant pis pour moi bien sûr, mais tant mieux pour la Terre entière aussi. Donc c'est pour ça, moi je suis pas tout à fait d'accord avec cet argument là. Je vous invite à aller signer la pétition, tout y est beaucoup plus écrit que dans cette vidéo, et si vous souhaitez vraiment continuer à posséder vos jeux entièrement, vous devez signer cette pétition. Totalement, totalement. Et je tiens à noter également que du coup, alors il y a eu d'autres décisions de Sony, notamment le fait que, en gros, le jeu, du coup, le jeu Token Fighting Souls, qui est le jeu Marvel par Arc System, que j'ai trop hâte de l'avoir d'ailleurs, hein, mais bon, je vais peut-être un petit peu boycott à cause de ce truc-là. En fait, ne peut pas être acheté sur Steam ou l'Epic Game Store puisqu'il n'y a pas le PlayStation Network dessus. Il y avait déjà eu ce problème-là pour Helldivers 2. Mais voilà, du coup, bon, encore une fois, un truc anti-consommateur. Il y a aussi ce truc-là où, du coup, il y a une mise à jour des conditions d'utilisation du PlayStation Store, où en fait, ça dit, si vous n'avez pas utilisé votre compte au cours des 36 derniers mois, nous pouvons lancer des mesures pour le clôturer. Dans ce cas, nous vous contacterons à l'adresse mail associée à votre compte et vous disposerez de 6 mois pour vous connecter à votre compte ou nous contacter pour nous demander de laisser votre compte ouvert.
Donc ça c'est pas terrible, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, bah oui, des fois tu es absent pendant 4 ans, tu n'as plus tes jeux que tu as achetés, c'est pas terrible, peu importe ce qu'on en pense, hein, bien sûr, mais ce n'est pas terrible, bien sûr. Donc voilà, au bout d'un moment, c'est pas... c'est pas... ils sont un peu dans des beaux draps là actuellement, Sony. Et du coup, là, on a vu les réactions de la part de la gauche, mais on va voir les réactions de la droite, puisque la droite... est toute contente de cette déclaration, ça c'est fou. Je ne m'attendais vraiment pas à ça, je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'il soit ultra heureux de voir ça. Donc on a donc le compte Sirène, qui est un compte d'extrême droite, qui se fait passer pour un compte de news, etc. Mais bon, on a très bien compris pourquoi il roule et tout ça. Mais évidemment, c'est un compte de merde, hein, je pense qu'on peut se le dire, hein, bien sûr. Et donc du coup, c'est un compte qui dit « For the players, énorme baisse des prix espérée par les joueurs ». Personne n'a espéré ça, vraiment personne, et je dis bien, hein, parce que c'est vrai que dans les discours autour du jeu vidéo, généralement il y a quand même des divisions internes, des trucs du genre autour de certaines décisions, notamment quand c'est des décisions qui parlent d'exclusivité. C'est-à-dire que typiquement les joueurs Sony vont être très contents que les exclus Sony restent chez Sony, d'autres vont être moins contents, etc. Des trucs du genre. Mais au bout d'un moment, bah, il y a des divisions internes, il y a les fameuses guerres des consoles, bien sûr. Pour autant, ces décisions-là de Sony, que ce soit des gens chez Xbox, des gens chez PlayStation, des gens pro Nintendo, des gens pro PC, etc. Personne n'est content de ces décisions. Donc vraiment, je n'ai vu aucun tweet positif, à part celui-ci, qui parle de ça. Mais bon, du coup, espéré par les joueurs, personne ne dit ça. Bonne nouvelle, emoji faite. La fin du jeu physique veut dire plus à payer de boîtes de disques avec grosse capacité de stockage ou de papier pour les manuels. Alors déjà, les manuels, ça n'existe plus du tout. Faut vraiment s'informer là-dessus, mais les manuels, ça n'existe quasiment plus, hein, vraiment. Donc bon, mais du coup, plus à payer de boîtes de disques, comme si ça faisait vraiment 50% du prix d'une boîte. Hein. C'est-à-dire que vraiment sur 80 balles quand vous achetez un jeu, en fait, vous avez désolé, je vais devoir faire le truc, mais entre 6 et 7 euros qui vont juste à la création de la boîte, hein, bien sûr. Avec cette logique, les jeux en store seraient déjà moins chers, bien sûr, mais pourquoi ça serait pas moins cher en fait sur le store? C'est débile. Plus à payer les fabricants, les transporteurs, les grossistes et les vendeurs. Ok, mais ça, de toute manière, effectivement, c'est pas... Alors, déjà, il y a des stores propriétaires, donc voilà, mais bon. Mais plus à payer les fabricants, bah, c'est déjà un peu ce qu'il y a au-dessus. Les transporteurs, les grossistes et les vendeurs, mais encore une fois, alors, à la limite, les transporteurs, ça, bien sûr, mais comme si ça demandait non plus... ça prend pas non plus énormément de stockage, donc ça demande pas non plus énormément de thunes pour payer un transporteur pour ta boîte de GTA 6, mais bon, vas-y. Les grossistes et les vendeurs, encore une fois, des fois, il y a des stores propriétaires... notamment un Nintendo Store, des trucs du genre bien sûr. Sans marché de l'occasion, 100% de ceux qui joueront au jeu auront donné leur argent à Sony. Donc ça personnellement, rien à foutre. Je veux dire, au bout d'un moment, quand j'achète un jeu, je veux acheter un jeu pour moi. Je veux pas acheter un jeu en me disant je finance Israël ou je finance je ne sais pas qui. Je m'en fous. Alors bien évidemment, quand c'est dans des cas de boycott, bien évidemment que je vais faire attention à ça, évidemment. Si j'achète un jeu à un pote, je vais me dire bon bah en plus ça rend heureux mon pote, bien sûr. Mais sinon je m'en fous de à qui je l'achète. Si je donne 50 € à Micromania ou si je donne 80 € à Sony, je préfère donner 50 € à Micromania. C'est juste ça. Même si je déteste Micromania aussi. Absence de rétrocompatibilité veut aussi dire que les joueurs vont repasser à la caisse pour acheter des versions améliorées ou simplement jouer à leur jeu PS4 ou PS5 sur PS6. Mais c'est génial ça, donc on va devoir payer 2 fois un jeu. C'est ça en fait, c'est vraiment en quoi l'augmentation des bénéfices de Sony était une bonne nouvelle. Non mais dans le cerveau des gens de droite, l'augmentation des bénéfices de Sony c'est une bonne nouvelle. Je n'arrive même pas à comprendre en fait, vraiment. Qu'est-ce qu'ils sont... Non mais vraiment, hein, l'absence de rétrocompatibilité, c'est vu comme étant un truc for the players, hein. Je rappelle hein, le truc au début, for the players, hein. C'est de dire, non mais là, c'est génial de pas avoir de rétrocompatibilité. Alors que c'est le truc numéro 1 qui est demandé à chaque fois sur une nouvelle console, c'est de dire, est-ce que c'est rétrocompatible? Est-ce que au moins, j'achète des jeux PS1, je peux y jouer dessus, viteuf, et puis voilà. Et le fait que la Switch 1, les jeux Switch 1 soient jouables sur Switch 2 par exemple, c'est quand même plutôt un truc positif. Et c'est vu comme étant super. Le fait, évidemment, il y a des cas techniques où, bien sûr, que le fait que je puisse pas jouer à des jeux 3DS sur ma Nintendo Switch, bon, personne va se plaindre de ça. Mais au bout d'un moment, quand tu as Sony qui installe le fait qu'ils font des disques, que depuis la PS1 ils font des disques, c'est leur argument de vente numéro 1, c'est de dire on fait des disques. Les disques ça nous permet d'avoir plus d'espace de stockage, etc. Donc c'est trop bien. Et ça nous permet de battre la Nintendo 64 à l'époque et tout. C'est l'argument numéro 1 de Sony. Et en fait,
l'argument numéro 2 à partir de la PS2, c'était de dire, ah mais en plus vous pouvez également jouer aux jeux PS1, c'est trop bien ça, puisqu'en fait c'est les mêmes cartouches, etc. Donc c'est trop bien, alors que Nintendo, ils font que changer de format de cartouche à chaque fois, donc c'est super. La formulation, donc même pas l'impression qu'ils trouvent ça positif, mais oui, enfin c'est fou ça. Du coup, tu dois repasser à la caisse, et c'est trop chiant. Je veux dire, vraiment, moi je déteste. Alors, à part quand c'est des jeux que vraiment j'adore, je peux les racheter plusieurs fois, ça bien sûr. Mais au bout d'un moment, quand c'est des jeux que j'ai juste envie de rejouer, non, je vais pas repasser à la caisse, je ne vais juste pas y jouer. Vraiment, ça n'existe pas ça. La possibilité de pouvoir rejouer à des jeux PS4 sur PS6 ou sur PS5, tout ça, en rachetant potentiellement les jeux, bah c'est ultra chiant, bien sûr. Et c'est fait pour les gens qui n'y ont pas joué de base, vraiment. Vous avez un lecteur DVD intégré pour la PS2 et Blu-ray à partir de la 3, bien sûr. Et ça, c'est trop bien, c'est trop bien. C'est aussi un argument de vote pour les ventes de la PS2, bien sûr. Le monopole du PS Store permettra de mettre exclusivement en avant les exclus de PlayStation contre l'horrible habitude des joueurs d'acheter un titre au hasard en flânant dans une boutique ou sur une brocante. Vraiment, les gens, l'horrible habitude d'acheter un jeu à 5 balles sur une brocante, hein. Vraiment, et au pire, tu l'achètes 5 balles, tu joues 2 heures et puis tu le balances par la fenêtre et puis voilà, ou tu le revends, ou que sais-je. Mais vraiment, au bout d'un moment, non, c'est quoi cette horrible habitude qui est mis en avant? Non, c'est trop bien d'acheter un jeu par hasard, c'est trop bien. Et, je veux dire, au bout d'un moment, moi, typiquement, quand je vais sur des plateformes en ligne, qu'elles soient légales ou illégales, et que je vais voir un film par hasard, mais c'est génial de découvrir un jeu comme ça. Au bout d'un moment, ce qui est mis en avant par PlayStation, j'en ai rien à foutre, vraiment. Bref, Sony va largement augmenter son bénéfice. Autant de raisons de penser que le prix du jeu vidéo va significativement baisser. À défaut, que penser des joueurs qui ne feront pas craquer leur console? Mais alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais au bout d'un moment, enfin, je veux dire, à un moment donné, c'est complètement débile. Le monde entier connu alors une grande vague de piraterie. Ça, je suis tout à fait d'accord, par contre. Vraiment, faut arrêter de les feed ces comptes-là. C'est du rage bait évident et tout le monde se fait baiser. C'est leur fond de commerce d'écrire ces conneries. C'est impossible de croire ce poste. Non, mais vraiment, hein, c'est fou ça. C'est fou. Mais pourquoi ils veulent à tout prix que Sony augmente leurs bénéfices? Je ne sais pas. Je pense qu'ils ont les couilles de Sony dans leur gueule et puis voilà. En fait, ils veulent que Sony augmente les bénéfices parce que si Sony augmente les bénéfices, il y a le ruissellement et donc ça ira chez les joueurs. D'une manière incompréhensible. Genre vraiment quoi. Vraiment trop horrible la PSP que j'ai acheté à 40 balles dans un vide-grenier ce matin. Mais oui, c'est génial. T'as plein de jeux à jouer sur ta PSP. En plus, c'est craquable assez facilement. Donc vraiment. Non mais c'est fou, hein. Vraiment le tweet de con. Hein. Et du coup, il y a un autre tweet de con aussi auquel j'ai réagi. On dirait ChatGPT, mais même ça ferait plus de 100, je pense. Mais oui, c'est débile. Du coup, il y a ce tweet de Jean-Luc Mélenchon, on y en a déjà parlé. Et donc, tu as une réaction donc, du compte Nicolas qui paye, qui donc est un compte de libertarien totalement débile et tout, enfin bref, qui en parle et qui dit, avec la disparition... Donc, on rappelle le tweet de Mélenchon qui dit, avec la disparition des disques, vous n'aurez plus rien, etc. Et donc, ce compte-là va mettre en avant une comparaison avec le milieu du cinéma. Et ça m'intéresse. Moi, c'est mon milieu, le cinéma. Donc, voyons voir. Avec la disparition des VHS puis des DVD au profit de Netflix, Disney+, ou Prime Video, la question de savoir comment on considère ces œuvres se pose. Alors, premièrement, déjà, dès la première phrase, je suis pas d'accord parce que le DVD existe toujours. Évidemment, ça se fait de plus en plus remplacer par le Blu-ray, mais le DVD existe toujours parce que en fait, ça coûte pas très cher à faire. Et surtout, le DVD et le Blu-ray, ça existe encore. Donc, le format physique et avoir physiquement une œuvre, ça existe encore. Avoir physiquement un film, ça existe encore. Et c'est trop bien pour posséder son œuvre et pour pouvoir la remater plusieurs fois. Demain, vous payerez un abonnement sans jamais rien posséder, ni prêt, ni revente, ni garantie de conserver les films ou les séries qu'on a payés. Totalement. Ça, moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si demain, il y a une hégémonie de la part de Netflix et une hégémonie sur les œuvres culturelles, c'est horrible. C'est-à-dire que on a vu déjà des cas, notamment, c'était, je crois, la série Willow sur Disney+, où en fait, elle a été publiée. Et en fait, quelques mois plus tard, elle a été supprimée du catalogue. Et ça, c'est absolument atroce, parce qu'il y a des gens qui ont payé potentiellement, parce qu'ils ont été influencés par une publicité pour cette série-là, et qui ne pourront plus jamais la voir, parce qu'elle a été totalement supprimée du catalogue. Heureusement, il y a des pirates qui, quand même, le but de la piraterie, c'est aussi de conserver des œuvres, bien sûr, mais au bout d'un moment, oui, il y a des œuvres originales Netflix qui sont supprimées de leur plateforme. Et ça, comment du coup tu peux les voir, si ce n'est en ayant en DVD. Et typiquement, il y a des œuvres Netflix qui sont qui sont par exemple éditées par Criterion Collection, et qui est un organisme d'édition très sérieux qui permet d'éditer des œuvres sur Blu-ray, sur DVD, etc. Et il y a des œuvres Netflix dessus. Et ce qui est très bien, parce que voilà, ça permet au moins de pouvoir voir des films quand vous voulez, etc.
Et bah du coup moi je vais regarder un petit peu, mais là typiquement c'était récemment où ils ont dit voilà, bon 2020 ça commence à dater, mais du coup c'est The Irishman, Marriage Story, American Factory, ça je sais pas du tout, et Atlantic très bien. Enfin voilà, il y a quand même des films qui sont disponibles sur Criterion. Je crois que récemment d'ailleurs c'était K-Pop Demon Hunter. Enfin vraiment c'est trop bien. Et encore ça c'est quand ils font des DVD, bah bien sûr. Mais sinon il y a que dalle. Vous voulez regarder Mindhunter, bah vous êtes obligé d'avoir un abonnement Netflix pour le regarder. Vous pouvez pas simplement acheter un DVD. Ou alors peut-être il y a un DVD, c'est possible ça par contre. Mais voilà, c'est quand même assez déplorable. Et encore une fois, le support physique et le fait de posséder des œuvres, ça date de il n'y a pas si longtemps que ça bien sûr. Mais au bout d'un moment, c'est quand même un truc, c'est un bénéfice qu'on a tous en fait. C'est trop bien de pouvoir posséder une œuvre. Je vous rappelle que pendant un temps d'ailleurs, la stratégie de la part de Disney, c'était en fait tout un truc qui mettait en avant. Je voulais parler de Collateral, mais finalement je pense que je vais pas en parler, qui était le Disney Vault. Le Disney Vault, qui était en fait comment dire, le fait de dire achetez ce film là parce que on va juste le vendre un mois et en fait le mois d'après il retournera il retournera dans le coffre Disney. Et ça c'est quand même, je veux dire au bout d'un moment c'est quand même une sacrée folie que les gens aient un peu accepté ce truc là, de se dire ah oui effectivement on va faire en sorte que mais vraiment il y a une sorte de FOMO en mode achetez-le maintenant sinon ça repart à tout jamais dans le Vault quoi, dans le coffre-fort. Enfin c'est assez fou, mais évidemment ça c'est une pratique commerciale totalement désuète et ça n'existe plus trop bien sûr. C'est le truc avant tous les DVD que tu skippais à chaque fois. Oui c'est ça, et c'est enfin vraiment c'est horrible quoi bien sûr. Un film n'est pas un simple flux numérique, c'est un bien culturel et le droit en vigueur doit s'y appliquer. Oui. Mais attends, il n'est pas d'accord avec ça? Il n'est pas d'accord... Attendez, Nicolas Kipay n'est pas d'accord avec le fait que un film soit un bien numérique et qui ait un droit en vigueur par rapport à ça? Oui, un bien numérique, un bien culturel, il y a des droits autour de ça. Un bien culturel, il y a des droits dessus. Bien sûr. Nous ouvrons le chantier en 2027, bon. Mais... pour le coup, vraiment, ces supports sont voués à ne plus fonctionner avant ta mort. Alors pour le coup, le Blu-ray, ça a une durée de vie de plus de 150 ans. Vraiment. C'est ça qui est fou, hein, bien sûr. Une photo vaut bien 1000 mots. Bah oui, voilà. Au bout d'un moment, tu peux jouer aujourd'hui. Moi, j'ai une cartouche typiquement de Pokémon. Je crois que j'ai une GBA vite fait dans un coin. Je peux y jouer, là, comme ça. Genre vraiment. S'il n'est pas d'accord, il peut continuer de payer, Nicolas. Alors c'est bon, oui, voilà, c'est ça. Vraiment, hein, c'est totalement débile. Mais moi, la réaction, elle m'a fait tiquer. Et j'ai fait un petit tweet quand même pour un petit peu plus mieux en parler. Déjà, voilà, la différence entre le cinéma et le jeu vidéo, c'est quand même que, du coup, déjà, les DVD et les supports physiques, ils existent toujours. Ils sont toujours présents. C'est quand même une part qui s'efface de plus en plus au profit évidemment de Netflix, etc., des plateformes de SVOD, bien sûr, mais au bout d'un moment, tu les as, enfin, comment dire, tu peux les avoir, quoi. Et aussi les films en DVD, généralement, tu peux les avoir vus au ciné, à la télé, sur Netflix, en VOD, sur le lecteur que tu veux, d'exclus Netflix, tu la vois sur Netflix. Oui, c'est ça qui est un petit peu chiant avec les exclus Netflix, hein, de toute façon. Mais c'est le concept qui est chiant avec le concept d'exclusivité. C'est au bout d'un moment, moi, c'est là aussi où je vois que le jeu vidéo, enfin, le cinéma est né à peu près en même temps que le capitalisme moderne. Je pense qu'on peut se le dire, même peut-être un petit peu après, un petit peu avant, enfin ça dépend, mais c'est né à la fin du 19e siècle, donc voilà, on peut dire que le capitalisme moderne, ça partait du début du 19e siècle, tout ça. J'ai vu pas mal de documentaires par rapport à ça, enfin voilà. Il n'empêche que du coup, le cinéma est quand même né dans une sphère où il y avait quand même un peu plus de droits, c'était quand même un petit peu mieux qu'aujourd'hui où c'est ultra libéralisé. Le jeu vidéo n'a pas eu cette chance. Le jeu vidéo, malheureusement, est né dans full capitalisme. Donc vraiment, c'est totalement baisé à ce niveau-là. Et ça veut dire que forcément, c'est un petit peu compliqué pour le milieu du jeu vidéo de subvenir à ses besoins en dehors du capitalisme et d'exister en dehors du capitalisme. Là où le cinéma, pour le coup, on a des supports physiques, on a des pratiques commerciales qui ont été, comme je l'ai dit là avec le Disney Vault, qui ont été totalement nul à chier. Le cinéma est aussi né avec le marxisme, tout à fait. Ce qui veut dire que, par exemple, il y avait la socialisation des moyens de production. Non, mais il y avait quand même des trucs un petit peu bénéfiques dans le milieu du cinéma pendant un moment. C'est pour ça que typiquement le cinéma c'est très syndiqué, là où le jeu vidéo pas du tout. C'est pour ça que le cinéma c'est quand même un milieu, alors ça a ses défauts, mais c'est quand même très centré autour de certains pays, enfin des trucs du genre. Qu'on a le CNC également, enfin il y a plein de trucs du genre qui font que le milieu du cinéma du coup est quand même globalement un peu plus protégé du capitalisme. Là où le milieu du jeu vidéo, c'est baisé. Enfin, le simple concept, moi je trouve, c'est quand même un truc
mine de rien de dingue, hein, le concept d'exclusivité, en mode on a une exclusivité sur telle console, c'est exclusif. Moi je trouve ça totalement nul à chier, en principe. Bien sûr, je comprends que ça existe, mais je trouve ça nul à chier. Moi je vous avoue, je suis en mode bah pourquoi je pourrais pas jouer à Mario sur ma PS4? Évidemment, le fait qu'il y ait des soucis techniques de type non mais c'est pas possible d'y jouer sur PS1 parce que le jeu est trop demandant graphiquement, tout ça. Bien sûr. Mais au bout d'un moment, le concept d'exclusivité c'est nul à chier. C'est pour ça que le PC c'est génial, parce que le PC par exemple, pour le coup comme le PC ça a été fondé par des geeks dans leur coin, c'est incroyable de voir ça. C'est incroyable de voir le fait que tu peux jouer à n'importe quel jeu sur PC. C'est trop bien. C'est comme si un film sortait que sur une marque de projecteur. Bah oui, et peut-être que l'évolution du cinéma, c'est vers le fait d'avoir des cinémas spécifiques qui vont être rachetés par Disney ou que sais-je, et de n'avoir diffusé que des films Disney. Peut-être qu'un jour on verra ça. Peut-être qu'un jour dans les films pâtés ne seront diffusés que dans les cinémas pâtés. Mais non, parce qu'ils ont besoin, vu que c'est un art de masse, d'avoir un maximum de gens, bien sûr. Est-ce que dans notre lifetime on verra Nintendo sortir des jeux sur PC? Je pense, j'espère bien. J'espère bien. Hello, c'est moi qui suis venu te voir au Taco Sillard. Salut Arman. Ça s'est bien passé du coup. Soit tu es allé voir Simple comme Sylvain et Darjeeling, c'est ça, si je me souviens bien. IMAX, c'est un peu ça. IMAX, tout à fait. Moi, le concept d'exclusivité IMAX, je trouve que c'est nul à chier. Et du coup, forcément, je trouve ça nul à chier également à côté dans le milieu du jeu vidéo, bien sûr. Après, on peut aussi dire que le JV est né avec le librisme et faire des liens avec le JV indépendant, bien sûr. Et c'est pour ça que moi, je fais ce lien-là également dans le PC, dans le milieu du PC. Le milieu du gaming PC, pour le coup, le fait de ne pas avoir de DRM, de pouvoir plus facilement se partager des jeux, ça c'est génial. Et notamment tout ce qui est GOG, par exemple. Ça c'est trop bien. Mais dès qu'il y a un brin de capitalisme et de libéralisme dedans, ça donne des horreurs. Je sais pas si vous vous souvenez par exemple de Google Stadia, qui était la tentative de Google de faire du jeu vidéo en cloud. Et en fait ça, mais tout le monde a haussé les fourches, déjà parce que le service n'était pas génial, mais surtout parce que les gens ont commencé à se dire, mais en fait la conservation à ce niveau-là, c'est un désastre en fait, ça ne peut pas fonctionner. Donc vraiment oui, forcément il y a eu des levées de fourches, bien sûr. À une époque, il y avait des articles qui disaient que Netflix voulait ouvrir sa propre chaîne de ciné d'ailleurs. C'est possible. Stadia. Stadia. Je m'en souviens très bien en plus. Kik. Mais ouais, non, mais c'est déplorable. Et du coup, je développe également. Le piratage de films à visée de conservation et de visionnage est possible également pour ceux qui n'ont pas la chance d'être édités, mais bien plus difficile sur un réseau fermé comme la PS5. Mais typiquement, par exemple, je pense à un film comme Bad Buzz. Bad Buzz d'Eric et Quentin. Je sais pas si vous vous en souvenez, mais je me souviens qu'il y avait eu justement une polémique par rapport à ça parce que le film n'était pas édité en DVD ni en Blu-ray. Il était juste dispo sur des plateformes de streaming SVOD type TF1, tout ça. Et du coup, la manière pour beaucoup de gens de le voir, c'était en pirate. C'était de le regarder de manière piratée, bien évidemment. La Ouya avant elle, la Ouya. Ah, force à ceux qui ont investi dedans. Vraiment. Hein. Même en ayant la fibre, c'est pas du tout viable en plus le cloud. Mais bien sûr. Non, mais tout ça pour dire, moi je trouve que en vrai, c'est ce genre d'affaire-là, ça permet également de voir parce que c'est une affaire qui peut sembler un petit peu désuète. Alors pour certains c'est leur vie, bien sûr, pour certains c'est leur vie que de défendre le milieu du jeu vidéo et que d'en parler, etc. Bien sûr, mais c'est vrai que cette affaire-là, ça permet aussi de voir qui sont les bons politiquement, c'est-à-dire vraiment qui sont du bon côté entre guillemets de la brèche et qui sont du bon côté du CD, qui sont du bon côté du support physique, etc. Mais forcément, ça vient également avec perte et fracas. Donc c'est vrai que c'est comment dire, faut faire attention bien sûr parce que moi encore une fois je suis pas tout à fait d'accord avec les réformes de LFI, les propositions de LFI. Encore une fois l'argument de oui c'est plus écolo d'acheter en numérique tout ça, oui c'est un argument de merde pour défendre le numérique, il n'empêche qu'il est réel et qu'à un moment donné tu dois y réfléchir également dans ta consommation, dans comment tu joues également, mais ça veut pas dire qu'il faut pas non plus délaisser le format physique. Le format physique doit exister pour le choix des consommateurs. On est le client est roi après tout, mais moi je suis pas du tout d'accord avec le client est roi, mais au bout d'un moment, je suis un consommateur, je paye de mon dur labeur un jeu vidéo, je suis censé quand même être plutôt bien servi et avoir un minimum des droits quoi. TKT c'est les cartouches et les CD qui détruisent la planète. Non mais bien sûr je suis pas du tout là-dedans, il n'empêche que c'est aussi une industrie. C'est aussi une industrie, encore une fois, et comme dit LFI, qui emploie des gens hein, d'ailleurs. Est-ce que ces boulots sont épanouissants? Est-ce que ces boulots sont nécessaires, entre guillemets? Peut-être pas, dans le milieu du capitalisme. Mais, pour autant,
c'est vrai que ça pollue. Après, si tu vas dans cette logique-là, tout le milieu du jeu vidéo pollue. Ce stream-là, il pollue. Tout pollue. Bien sûr, bien évidemment. Je ne suis pas là à faire du vélo pour alimenter mon propre PC. Donc bien évidemment, je ne vais pas rentrer dans ces arguments énergétiques. Il n'empêche que, moi, ne serait-ce que pour un argument de confort, un argument de facilité, un argument et aussi, mine de rien, un argument écologique et personnel, et aussi un argument matériel, ce qui est que je trouve que, en fait, gâcher de la place et gâcher de l'espace à créer comment dire, des boîtes en plastique pour loguer pour des jeux, et ne serait-ce qu'avoir également aussi du coup une armoire qui est enfin une bibliothèque qui est totalement remplie de jeux vidéo. Moi je suis pas tout à fait pour, il n'empêche que du coup je suis pour le fait d'avoir plus de droits au numérique, mais ça c'est bien compliqué à mettre en place. C'est pour ça il faut des politiques qui interviennent, etc. Bien sûr, mais pour autant, bien sûr, je suis pas en mode non, mais les cartouches et les CD, c'est ce qui détruit la planète, faut les supprimer. Non, bien évidemment que non. C'est ça, je m'en fous. Enfin, je m'en fous. C'est pas la priorité écologique actuellement. Je pense qu'on peut se le dire avec une semaine à 35 degrés là qui va débarquer, puis à 40, puis à 70 degrés là qui va débarquer. Bien sûr que c'est pas la priorité, mais il n'empêche que oui, ça rentre un petit peu en compte quand même dans ma tête, tout de même. En tout cas, belle réaction de la part de Jean-Luc Mélenchon. Et bravo à son CM, parce que je pense qu'honnêtement que c'est son CM qui en a parlé, que c'est son CM qui a fait son petit tweet comme ça, et que Jean-Luc Mélenchon, peut-être qu'il est un petit peu au courant par rapport à ça et qu'on lui a un petit peu expliqué, mais honnêtement je pense pas que ça soit non plus le combat de sa vie, et je pense pas que ce soit le combat qui va apporter en première mesure, bien évidemment. Pour autant, je pense tout de même que c'est un combat à mener et qu'il a eu raison de faire ça. J'ai vu également, il y avait des gens dans le chat qui le disaient, mais il y avait même des gens de droite qui sont en mode putain, c'est vrai qu'il a raison. Enfin voilà, bien évidemment. Il a précogité à 600 personnes, mais bien sûr. Mais au bout d'un moment, bien sûr, moi je suis également pour le piratage. Et moi j'aime bien aussi cette phrase, du coup, c'est vrai, putain, je me suis arrêté dessus 5 secondes et je me suis dit, voilà. Mais c'est vrai que au bout d'un moment, si acheter, ce n'est pas obtenir ton bien, bah alors ça veut dire que la piraterie, ce n'est pas voler. Et d'ailleurs, moi, mon propos sur le piratage, c'est que le piratage, ça n'a jamais été volé. Le piratage, ça n'a jamais été du vol. On est tous matrixés par cette pub qui dit le piratage, c'est du vol, tout ça, mais ça n'a jamais été du vol. Le piratage, c'est faire une copie. Le piratage, c'est une contrefaçon, si vous voulez. C'est une contrefaçon d'un produit légitime. Mais au bout d'un moment, la contrefaçon, ce n'est pas du vol. La contrefaçon, c'est de la contrefaçon. Et c'est autre chose. Bien sûr, mais ce n'est pas du vol. Tu n'as pas volé un sac Louis Vuitton. Tu as contrefait un sac Louis Vuitton. Et c'est autre chose. Et c'est pour certains plus grave, pour certains moins grave, etc. Mais c'est autre chose. Et le piratage, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je n'ai pas volé le jeu de quelqu'un. Vraiment. Le piratage est mauvais si tu fais de la revente et encore. Oui, bah même si tu fais de la revente à moindre coût, c'est toujours ça de fait. Mais moi, je suis pour le piratage, et le piratage total, bien sûr. En tout cas, très belle réaction de la part de Jean-Luc Mélenchon. On sait qui est du bon côté, bien sûr.